Mes chers amis, je vous demande d'accueillir maintenant nos panélistes. Voilà, je vous demande d'accueillir nos panélistes. Tout d'abord, Madame Hafsat Abiola, qui est la présidente de Women in Africa, qui va nous rejoindre. Je demande aussi à Madame Isabelle Bébéard, qui est la directrice des affaires internationales de BPI France, qui va nous rejoindre. Je vous demande d'applaudir également. Nous allons avoir connecté en distanciel Monsieur le ministre Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique de Côte d'Ivoire, que je vous demande d'applaudir. Nous allons également avoir avec nous Madame Mariem Diop, chef régional pour l'Afrique francophone du groupe IFC Banque Mondiale, en distanciel. Je vous demande de l'applaudir aussi. Et Monsieur Arnaud Mercier, qui représente avec nous donc le département, conseil départemental des Bouches-du-Rhône, mais aussi la métropole Aix-Marseille-Provence, en charge de l'innovation, que je vous demande d'applaudir également. Eh bien, ma foi, donc j'attends un petit signal pour me dire si la connexion est établie avec Monsieur le ministre. Et en attendant, je vais commencer à poser un peu le débat. On va parler un peu de comment aujourd'hui l'innovation devient de plus en plus un prisme de référence pour les écosystèmes entre l'Europe et l'Afrique, pour le partenariat UE-UE en particulier. Et comment aussi, et vous conclurez, Monsieur Mercier, sur le rôle que cette métropole peut jouer pour incarner ce partenariat gagnant-gagnant. Mais on va tout d'abord commencer par parler des opportunités et des enjeux de la co-innovation Europe-Afrique. En attendant, Monsieur le ministre est connecté. Bonjour Monsieur le ministre. Oui, bonjour. Voilà, je vous demande d'applaudir Monsieur le ministre Mamadou Touré qui est avec nous et qui, pour ne trahir aucun secret, nous fait un excellent honneur et privilège parce qu'il a un conseil des ministres qui va démarrer dans pas très longtemps et il s'est libéré pour nous. Donc, merci à vous, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je vous adresse cette première question. Quels sont les principaux enjeux et opportunités de la co-innovation entre l'Europe et l'Afrique, notamment pour la Côte d'Ivoire? Merci pour remercier tous les participants et notamment les organisateurs donc, de présenter toutes mes... Normalement, je devais être des vôtres. D'abord, le conseil aujourd'hui qui a fait que je n'ai pas pu effectuer le déplacement. Alors, pour aller rapidement, je voudrais dire que pour nous, le thème est d'intérêt. Vous savez que sur les questions d'innovation technologique, l'Afrique essaie de produire il y a entre les deux continents, le continent européen et le continent africain. L'Afrique elle-même n'a pas en fonction de réalité. Donc, que vous soyez à la nord, vous avez quand même des avancées considérables par rapport donc à une encore des retards donc à rattraper. Et donc, mon pays a décidé donc une série de réformes pour combler des importantes. Nous avons une loi sur l'innovation technologique qui a été adoptée par le gouvernement. Nous avons une série d'initiatives donc d'incubateurs innovants dans certains domaines stratégiques, l'agriculture, les TIC, pour essayer donc de combler beaucoup, comme j'ai dit, d'incubateurs qui se trouvent aujourd'hui dans nos universités. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ce mot d'introduction. Je vous demande d'applaudir Monsieur Mamadou Touré pour cette entame. On va revenir vers vous, Monsieur le ministre. Je sais qu'après vous serez pris, donc on ne va pas vous retenir trop longtemps. Vous avez beaucoup à faire en Conseil des ministres. Je me tourne vers Madame Hafsat Abiola. Merci d'être avec nous. C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir. Vous représentez Women in Africa, organisation dont vous êtes à la tête. Et aujourd'hui, comment les femmes entrepreneurs, comment l'entrepreneuriat féminin
Et l'entrepreneuriat féminin est un thème majeur aujourd'hui à Emerging Valley. C'est un thème aussi qui est porté par l'Agence française de développement à travers le programme SIBC. Comment aujourd'hui les femmes entrepreneurs peuvent jouer un rôle en matière de co-innovation. Je pense dans le domaine de la santé. Nous avons des très belles startups ivoiriennes de la e-santé. Je pense à Corinne qui est ici, qui va témoigner après, dans l'IA, dans le spatial ou encore dans l'agriculture. Merci Samir. Je suis vraiment honorée d'être ici. C'est la première fois à Aix-en-Provence. Je veux tout d'abord demander que vous me pardonnez. Je veux parler en français. Je ne suis pas vraiment francophone, je suis anglophone. Mais mon ami Bruno dit qu'il faut toujours parler en français quand vous êtes en France. Donc, je veux continuer comme ça quand même. N'hésitez pas à rapprocher le micro pour qu'on vous entende bien. Ok, merci. Je veux dire que je veux premièrement dire la raison pour laquelle je suis convaincue dans la puissance des femmes. Ma maman elle a eu l'opportunité d'aller au lycée dans mon pays, mais pas à l'université. Et elle s'est mariée avec mon père, qui était un homme d'affaires. Et il a dit, pas de problème, Koudi, ça c'est le prénom de ma maman. Après le mariage, tu peux continuer ton éducation. Mais après le mariage, elle est devenue enceinte. Et pour la suivant 15 ans, elle était avec des enfants ou enceinte pour avoir encore un enfant. Et elle a eu 9 enfants, mais 7 restent avec nous. Et elle ne peut pas continuer l'éducation. Mais elle a voulu quand même continuer avec son carrière et elle a décidé de devenir entrepreneur dans mon pays. Et elle a gagné parce qu'elle a le soutien de son mari et son réseau. Et surtout des femmes qui étaient son amie au lycée, qui ont continué à l'université. Ils sont fait apprendre comment se gagner, comment devenir, avoir succès. Et mon père a décidé qu'il veut devenir président de mon pays. Et ça, c'est en 1993. Et il a gagné, mais l'armée l'a mis en prison. Et c'est ma maman qui a lancé le mouvement pour la démocratie dans mon pays. Et elle a tout lutté, elle a tout organisé, des femmes dans les marchés, les journalistes, tout le monde, des syndicats, pour lutter pour la démocratie. Pour son effort, elle était assassinée par l'armée. Et enfin, après le mouvement, et quand l'armée doit rentrer de pouvoir, mon père aussi était tué. Donc j'ai perdu les deux, mais par l'expérience, j'ai découvert la puissance qu'on a comme les gens, les citoyens, pour changer la réalité dans notre pays. Mon pays maintenant, ça fait plus de 25 ans, on est une démocratie. Et pour moi, à mon avis, la parcours de ma maman commence quand elle est devenue entrepreneur, parce qu'elle a découvert qu'elle a la capacité, elle peut faire des choses. Et c'est pour ça que maintenant, nous soutenons à Women in Africa, les femmes en Afrique. Je suis fière de dire que cette année, on va soutenir 7000 femmes dans tous les pays en Afrique, mais principalement dans 14 pays. Et c'est tous des pays, c'est l'Égypte, le Maroc, le Kenya, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. On est partout parce que nous avons, vous m'avez demandé, tu m'as demandé...
en quoi aujourd'hui le rôle grandissant des femmes Oui, parce que entrepreneurs. les femmes en Afrique ne restent pas sur privilège. C'est la même mot. You can switch to English if you prefer, no problem. We have the translation. So. Donc, madame, vous pouvez vous exprimer en français si vous préférez. Eh ben, c'est très bien. Okay. Let's continue. Mais je veux dire que les femmes en Afrique ne peuvent pas penser que je peux faire juste comme je veux. Non, elles doivent montrer la valeur de son travail. Même quand elles montrent la valeur, elles ne peuvent pas supposer que tout le monde va la soutenir. Parce que ce n'est pas comme ça en Afrique. En Afrique, c'est presque comme tout le monde suppose que les femmes font ce qu'elles font. Mais ils ne pensent pas que c'est nécessaire de vraiment les soutenir. Je sais ça parce que si vous regardez les banques en Afrique, ils ne donnent pas vraiment les financements aux femmes. Mais c'est pour ça qu'il faut tout changer pour assurer que les femmes ont le soutien qu'on a besoin de vraiment avancer. Elle a des solutions en agriculture. Il y a un échange en Éthiopie qui ramassait tous les produits des agriculteurs en Éthiopie. C'était créé par une femme. Et c'est un des plus grands échanges en Afrique. Maintenant, tous les agriculteurs déposent leurs produits là et les acheteurs pour aller là-bas pour acheter. Comme ça, les agriculteurs peuvent gagner de plus par cette plateforme. Mais cette femme qui a créé l'échange en Éthiopie a reçu beaucoup de soutien pour faire ça. Et si nous pouvons continuer de soutenir, par exemple aussi dans le domaine de santé, il y a des femmes en Afrique, vous savez qu'il y a des faux médicaments en Afrique. Et il y a des gens qui utilisent le portable pour utiliser le digital pour montrer si le médicament est faux ou c'est vrai. Et c'est pour ça, pour sauver des vies. Et il y a plusieurs femmes dans notre réseau Women in Africa maintenant. Nous avons plus de 25 000 femmes depuis des années parce qu'on est déjà 6 ans que nous soutenons. Et il y a plusieurs femmes, même ici, si vous êtes une partie de notre programme, est-ce que vous pouvez stand up? Corinne est là. Oui, ici. il y a plusieurs femmes ici oui, là-bas aussi, qui ont reçu notre soutien et formation, accès d'investisseurs, mentorat avec Deloitte & Touche et aussi avec EY et les choses, et KPMG, et les choses comme ça. Mais on continue, il faut dire que les femmes en Afrique n'ont pas suffisamment de soutien. Et ça doit être changé si nous voulons changer l'avenir de l'Afrique. Bravo. Merci Hafsat pour ce témoignage personnel, poignant, et merci pour tout. Merci, et vraiment je vous demande d'applaudir Hafsat à nouveau. Je me tourne vers toi, Isabelle, pour te poser une question simple. On a parlé, Monsieur le Premier ministre a parlé du rôle du secteur public, de la puissance publique. On vient de voir de manière très prégnante comment aussi l'entrepreneuriat féminin, l'inclusivité doit jouer son rôle. En quoi est-ce important aujourd'hui de faire émerger des hubs d'innovation sur les deux rives, de part et d'autre de la Méditerranée, et comment BPI France y participe? Merci Samir. En fait, faire émerger un hub d'innovation, c'est important tout simplement parce que, ça a été dit tout à l'heure en introduction, finalement c'est par l'innovation qu'on va trouver des solutions, notamment par l'innovation qu'on va trouver des solutions pour notre futur, en particulier pour le climat, mais pas que. Et l'innovation, il est rare qu'elle naisse comme ça, toute seule, quelque part. C'est en général au milieu d'un écosystème.
l'innovation, elle ne reste pas, elle n'est pas enfermée dans un lieu. L'innovation, il faut qu'elle se nourrisse de quelque chose de très diversifié et donc d'un écosystème très large. Et c'est pour ça qu'une innovation ne peut pas rester dans une ville ou un pays. Il faut qu'elle soit sur plusieurs pays. Et si c'est sur plusieurs continents, elle croît d'autant plus. Et puis il y a aussi l'aspiration des jeunes aussi. C'est très important. Beaucoup de pays, et notamment africains, réfléchissent à la façon d'encourager l'entrepreneuriat dans leur pays par le développement et le développement des TPE, PME, mais aussi par les startups, parce que beaucoup de jeunes se retrouvent dans l'innovation et dans la création de startups. Donc nous, en France, on a développé un système, un écosystème innovation qui est maintenant bien développé. Il faut bien sûr, il y a encore des choses à développer, des choses à faire. C'est pas parfait, mais en tout cas, c'est un des plus développés d'Europe. Je crois que ce qui est important, c'est justement de parler d'écosystème, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un outil qui est là ou un autre, un fonds d'investissement, un accélérateur, c'est une loi, c'est l'ensemble de tout ce qui est mis en place, de tout ce qui existe au niveau public, au niveau privé, pour faire un espèce de continuum où l'entrepreneur à la fois est dans un environnement favorable, notamment légal. Merci. Voilà. Désaltérez-vous, prenez votre temps. Merci. Notamment légal, mais aussi en termes de financement et d'accompagnement. Et bien sûr, BPI France, et puis ses ancêtres, parce que BPI France a été créé en 31 décembre 2012, mais c'est le fruit de la fusion de différentes entités comme Oseo, CDC Entreprises, FSI. Ses ancêtres avaient déjà travaillé sur des outils pour l'innovation. Donc, je dirais qu'on a vraiment décollé dans l'innovation en France dans les années 2000, et puis maintenant, ça a énormément accéléré. Donc l'Afrique aussi est en train, enfin les pays africains, certains d'entre eux, pas tous, mais un grand nombre maintenant, sont aussi en train de créer des écosystèmes innovation. Nous, on est en BPI France, on travaille avec certains pays africains qui sont intéressés par justement ce concept de one-stop shop chez BPI France, de porte d'entrée unique où un entrepreneur vient chez BPI France. Partout en France, on a 50 directions régionales et il trouve un chargé d'affaires qui va lui expliquer tous les produits financiers ou les produits d'accompagnement de BPI France, qui va écouter sa situation, ses projets et qui va essayer de l'accompagner. Donc on travaille avec certains écosystèmes africains qui ont envie de s'inspirer, pas de faire exactement la même chose, mais en tout cas de s'inspirer de ce que nous avons fait en France. Et on en est très heureux. Et je crois que c'est une des façons de coopérer entre l'Afrique et l'Europe, mais on peut citer aussi des programmes au niveau européen. Nous, on est avec Rookwity, il y a Gilles, le patron de Rookwity qui est là, Gilles Le Cogen. On est membre de Heinrich in Africa, qui est un programme qui est financé par la Commission européenne et qui connecte des accélérateurs, des incubateurs africains européens pour pouvoir justement connecter leurs entreprises, leurs startups ensemble et les aider à trouver des financements. Et c'est un programme qui fonctionne bien. Merci beaucoup. Je demande d'applaudir Isabelle pour son témoignage. Merci beaucoup Isabelle. Et avant de vous donner la parole, ma chère Marème Diop, qui représente IFC Banque Mondiale, je me tourne tout de suite vers Monsieur le Ministre, qui dans quelques minutes va rentrer en Conseil des ministres. Monsieur le Ministre, quel est l'impact aujourd'hui des jeunes dans le développement économique d'un pays comme la Côte d'Ivoire? On sait que son Excellence, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a décrété 2023 comme étant l'année de la jeunesse.
en Côte d'Ivoire. Vous êtes le ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire. Comment faire de la jeunesse un moteur de croissance pour l'emploi, l'investissement, grâce à l'innovation? Monsieur le ministre, si on peut mettre le son. Ah, peut-être que le micro est coupé. Alors, vraiment désolé, Allez-y. ministre, nous, pour le conseil, mais rapidement, le Premier ministre a suivi le contexte. Hein. Nous avons un pays de 30 millions d'habitants. Vous avez 22 millions, 35 ans. Vous avez chaque année entre 300 et 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Nous avons un secteur privé qui est de plus en plus qui absorbe pour le moment 100 000 personnes par an. Quand tu prends l'échelle du continent africain, c'est quand même 12 millions de jeunes chaque année sur le marché du travail, pour une capacité d'absorption seulement de 3 millions donc, de personnes dans des emplois formels. Donc, vous voyez là tous les défis que nous avons. Et le programme de président Ouattara, donc, il y a un programme à l'horizon 2025, 1,5 million de jeunes, dans le domaine de l'entrepreneuriat surtout. Et dans ce domaine, un programme qu'on appelle Start, avec un fonds de départ permettant de créer auprès de banques un fonds de garantie pour permettre à ces jeunes qui ont de l'ingéniosité et qui peuvent donc faire un accompagnement donc de start-up qui innovent d'accéder dans la. Ça, c'est vraiment une initiative concrète que nous avons menée de façon générale. Je vous ai parlé de la réforme sur donc, les start-up qui a été donc adoptée en début d'année. L'idée pour nous, c'est que dans le secteur prioritaire, agriculture, énergie, travaux publics, etc., nous puissions donc identifier tous ces jeunes porteurs de projets innovants et que nous allons accompagner justement pour qu'ils aient un impact sur la dynamique économique dans notre pays. Je voulais rappeler que la Côte d'Ivoire, c'est en moyenne 7 à croissance depuis bientôt 10 ans. Et donc, il y a une vraie dynamique économique. Et les jeunes donc, arrivent à porter leur contribution par l'innovation technologique dans ces domaines. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui nous ont pris 4 quand vous prenez dans le domaine de l'agriculture, par exemple, il y a cette initiative que nous avons accompagnée, c'est ce jeune qui a des drones, donc qui a permis de créer des drones qui permettent donc d'assurer l'inauguration, l'irrigation de certaines cultures durables. Donc, on accompagne l'innovation des jeunes pour accompagner la dynamique économique dans laquelle nous sommes depuis presque 10 ans. Merci, Monsieur le Premier ministre. On a retenu l'idée forte. On a retenu l'idée forte, c'est que la jeunesse est au cœur de la croissance économique, que la croissance économique future de la Côte d'Ivoire ne pourra pas se faire sans la jeunesse, et que vous avez cité des secteurs stratégiques dans lesquels aujourd'hui, et l'année de la jeunesse doit impulser ça, et je parle aussi sous le regard de Monsieur le vice-gouverneur d'Abidjan, c'est mettre la jeunesse de Côte d'Ivoire, et on peut dire aussi que ça peut être un message pour l'ensemble du continent, la jeunesse de Côte d'Ivoire doit être au cœur du logiciel économique de la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le ministre, ministre de la Jeunesse, d'avoir partagé cette vision. Je sais que vous avez dans 2 minutes votre conseil des ministres qui démarre. Je vous remercie et je vous demande d'applaudir Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt. Et à bientôt à Marseille. Je me tourne vers Mariam Diop. Nous avons la chance d'avoir un DFI qui compte sur le continent, le groupe IFC Banque mondiale. Ma chère Mariam, aujourd'hui, comment les startups et l'innovation technologique peuvent-elles, à l'heure justement de toute cette transformation géopolitique, impacter l'économie et la coopération entre l'Europe et l'Afrique? Alors tout d'abord, on va vous demander de vous mettre de remettre le micro parce que je crois que vous êtes en mute. Vous pouvez y aller. Est-ce que la technique, je crois que votre micro est coupé, ma chère Mariam. Non, ça marche toujours pas.
alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de régler le petit problème technique. On revient vers vous un peu plus tard, dans quelques minutes. J'en profite pour revenir. Eh bien, je reviens vers vous. Allô? Non, ça marche toujours pas, malheureusement. Non, malheureusement, on n'arrive pas à vous avoir. La technique va essayer de régler ça. Bon, c'est les joies du direct. Hein. Désolé. Mais la technique va régler ça. On revient vers vous dans quelques minutes, Mariem. On va essayer de régler ça. Je reviens pour parler un peu justement de co-construire l'avenir et de relever les défis ensemble. Et on va revenir vers vous sur la question du financement. Mais je reviens vers vous, Isabelle, puisque vous aviez la parole. Je vais vous la redonner. Pour aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les prévisions sur notamment l'horizon 2030, sur voilà, les prévisions d'investissement et le potentiel de l'écosystème entrepreneurial africain que vous avez évoqué, quel rôle doivent jouer les investisseurs dans cette trajectoire pour accélérer l'investissement? Et c'était exactement ce que disait monsieur le ministre de la Jeunesse. Quelle part doivent prendre les investisseurs, et notamment des bailleurs comme BPI-France? Moi, je pense qu'ils ont un rôle majeur à jouer, parce que quand on veut développer justement de la tech, on a besoin de capitaux et on a besoin d'accompagnement, et les investisseurs peuvent faire ça. Je voudrais donner l'exemple de la Tunisie, par exemple. Vous savez que la Tunisie, je crois que ça a été le pays d'Afrique qui a fait son premier Startup Act. Voilà. Et ils ont créé donc tout un tas d'outils. Ils ont vraiment tout fait pour avoir un écosystème d'innovation. Et ils ont aussi créé un fonds de fonds qui s'appelle Anava. Et qui est en train d'investir dans des fonds de capital amorçage, de capital risque, qui investissent en Tunisie. Et ça, c'est une action qui est extrêmement structurante sur le moyen terme et sur le long terme, parce qu'il permet de créer des acteurs locaux pour financer les startups, d'une part, et puis aussi de faire un effet de levier, parce que quand la Banque mondiale a investi dans ce fonds de fonds Anava, et puis aussi il y a la Banque mondiale, au travers de la Caisse des dépôts tunisienne, hein, et puis aussi KfW. Voilà, la Banque mondiale a mis de l'argent. Ensuite, tout ça, ça fait de l'effet de levier. Et puis ensuite, les fonds, ils investissent dans des fonds qui eux-mêmes attirent des investisseurs privés. Donc tout ça, ça apporte de l'argent à l'écosystème. Et je dois vraiment saluer le travail qui a été fait en Tunisie. Et d'ailleurs, c'est certainement pas comment dire, c'est pas un hasard si cette année on a parlé de deux très belles entreprises tunisiennes comme Instadip, qui a quand même participé à l'élaboration d'un des vaccins contre le Covid, et puis aussi Expensia, deux très belles entreprises issues de la recherche tunisienne. Je pense que c'est parce que justement les Tunisiens ont mis en place cet écosystème, et aussi ont su travailler avec d'autres acteurs du continent, et ont su travailler avec l'Europe. Donc, si je reviens sur le sujet précis de l'investissement, donc vous savez qu'en 2022, les investisseurs ont donc investi 5 milliards de dollars en Afrique. C'est beaucoup dans l'histoire de l'Afrique, c'est pas beaucoup à l'échelle du besoin des Africains, ni à l'échelle mondiale, puisque ça représente, je crois, moins de 1% de ce qui a été investi dans l'innovation dans le monde. Mais en tout cas, c'est un très beau chiffre dans l'histoire de l'innovation africaine. Bon, malheureusement, il y a eu cette crise, ce retrait des investisseurs, en particulier américains, à partir de la fin de 2022, qui fait qu'en 2023, le chiffre vont être beaucoup moins importants, de l'ordre de la moitié. Mais bon, ça, je pense que ça fait partie des cycles dans l'innovation. Aussi, voilà, les entreprises étaient commençaient à être survalorisées. Donc, je pense que maintenant, on va repartir sur un très bon trend. Mais ce qui est important, au-delà de ces chiffres et des montants que les investisseurs peuvent apporter, c'est aussi tout l'accompagnement
en termes de structuration, en termes stratégiques et en termes de réseau. Et c'est là qu'ils ont le plus grand rôle à jouer. Merci beaucoup Isabelle. Je vous demande d'applaudir Isabelle. J'en profite, puisqu'on a parlé d'investisseurs, pour faire une petite pub pour la plénière de cet après-midi sur de la graine à la licorne. Ne loupez pas la plénière de cet après-midi sur justement les investisseurs dont Isabelle... Excuse-moi, juste peut-être que je parle un peu de ma paroisse. On investit en Afrique, en fonds de fonds nous-mêmes. Depuis, on a fondé donc notre dispositif Averroès en décembre 2003 et on l'a fondé avec Proparco, la Banque européenne d'investissement, la Caisse des dépôts de gestion du Maroc et la Caisse d'épargne de Marseille. C'est le premier fonds de fonds, d'ailleurs, je pense, premier fonds de fonds européen en direction de l'Afrique, qui a investi dans des fonds d'investissement au départ en Afrique du Nord. Et maintenant, on en est à notre 4e véhicule. On investit dans toute l'Afrique et en particulier dans des fonds de capital risque africain, donc dans la tech africaine. Et c'est quelque chose, on est en train de préparer notre 5e véhicule et on va faire encore plus de tech africaine et on est content de faire partie de cette aventure. Bravo, bravo et merci Isabelle. Je donne la parole maintenant à Hafsat. Je reviens vers vous pour parce que nous avons la chance de vous avoir, pour que vous nous partagiez un petit peu votre vision, votre expérience par rapport au rôle des femmes entrepreneurs. Isabelle a parlé du rôle des investisseurs et on ne parle pas assez du rôle des femmes dans le tissu économique africain. Et pour vous, j'aimerais qu'on revienne, parce que ça participe de la création des hubs et des écosystèmes. Quelles sont aujourd'hui les initiatives qui sont menées par Women in Africa, qui est un des plus grands réseaux d'entrepreneurs féminins en Afrique, que vous présidez, entre l'Europe et l'Afrique? Et pourquoi est-ce important pour vous aujourd'hui d'être présente avec ce réseau, d'avoir ce réseau présent, actif et visible depuis l'Europe? Oui, merci pour la question, Samir. Et j'ai remarqué que quand vous parlez de le fonds qui a été lancé en Tunisie, Samir a regardé la femme tunisienne qui est qui est un des leaders de ce hub avec fier. J'ai remarqué l'expression sur votre visage, comme ça c'est ma sœur. C'était génial. Et c'est comme ça, j'adore quand les hommes soutiennent les femmes. C'est ça qui bouge le monde vraiment. Je fais juste de mon mieux. Hein. Je veux dire que, en fait, il y a beaucoup de banques et quand vous demandez aux banquiers, ils disent nous ne trouvons pas des femmes entrepreneurs pour donner des prêts. Et il y a toujours le problème que le monde de finance, ils disent qu'ils cherchent des femmes pour gagner pour les fonds, mais ils ne trouvent pas les femmes qualifiées. C'est pour ça que nous lançons beaucoup de publicité pour changer l'image, pour démontrer pour prouver que les femmes existent, qui sont puissantes en Afrique, qui contribuent dans le domaine économique et qui sont magnifiques. Pour ça, juste depuis octobre jusqu'à maintenant, Shimon, vous êtes ici? Shimon, c'est mon collègue qui s'occupe de presse pour Women in Africa. Il est un homme polonais et belgique. Et juste dans un mois de travail sur ce sujet, dans Le Point, dans Le Monde, dans plusieurs publications, il a assuré que 36 millions de gens avouent des femmes entrepreneurs en Afrique. Parce qu'il a fait des interviews sur TV5 Monde, il a fait des interviews sur TV25, partout pour les femmes africaines. Et il faut continuer de faire ça. Parce que même maintenant, il y a des gens qui disent que les femmes en Afrique, elles sont dans le secteur informel. Oui, la majorité sont dans le secteur informel. Mais il y a aussi des femmes qui sont dans le secteur formel, qui font de bonnes entreprises, qui ont besoin et qui ont fait tout
en termes de régulation et gouvernance, les documents et tout, mais qui ne trouvent pas de soutien. Il faut montrer que nous avons ce type de femmes en Afrique et il faut les soutenir. C'est pour ça que nous faisons toutes les publicités, parce que les femmes en Afrique, elles n'aiment pas, comme les femmes partout du monde, elles n'aiment pas la publicité. Vraiment, c'est difficile de les convaincre de faire des publicités. Mais il faut faire pour changer l'image. Parce que sinon, tout le monde va penser que nous, les femmes en Afrique, les rêves sont petits. Et oui, il y a la majorité qui rêvent petit. Mais si nous pouvons soutenir les femmes qui rêvent, qui ont de grands rêves, peut-être elles peuvent être modèles pour les autres femmes. C'est pour ça qu'on change l'économie en Afrique, parce que maintenant, il y a trop de gens qui juste vendent des bananes par la rue. Et c'est pas mal. C'est important pour chercher le moyen pour donner la nourriture aux enfants. Mais si nous pouvons embaucher les jeunesses en Afrique, qui sont, je veux dire, peut-être 800 millions de gens, il faut grandir nos rêves, il faut grandir nos ambitions, il faut grandir nos risques que nous pouvons porter. Et il faut accompagner les femmes pour faire tout ça. Je veux dire maintenant, avec l'Université de Gand en Belgique, l'université, les professeurs, la majorité sont femmes, professeurs femmes, qui ont lancé un projet pour faire la recherche sur quel type de seeds. Seeds, c'est quoi? Non, seeds for planting in les graines. Les graines, désolé, les graines. Pour quel type de graines on peut utiliser en Afrique maintenant à cause du changement climatique? Et depuis de janvier, ils vont commencer de faire des formations avec les associations des agricultrices en Afrique. Et les choses comme ça, je trouve très intéressant parce que c'est innovation et c'est échange qui est gagnant-gagnant. Et les choses comme ça, on a besoin de plus de ça. Et aussi, il faut aussi avoir beaucoup d'argent, pas petit argent, microcrédit. Tout le monde dit, oh, Yunus, à Bangladesh, microcrédit, et c'est bon microcrédit, mais ça c'est pour micro-rêves. Si nous voulons soutenir des grands rêves en Afrique, il faut avoir aussi macrocrédit, macrofinance, mésofinance. Et je veux dire que votre président ici, peut-être vous ne l'aimez pas, mais il faut dire que sur ce sujet de ramasser le fonds pour les femmes en Afrique pour macrocrédit, c'est le président Macron qui a fait le plus dans le G7. Il a fait beaucoup pour ramasser ses collègues dans le G7 pour lever 300 millions d'euros pour le BAD, pour donner aux banques en Afrique pour soutenir les femmes sur le niveau macrocrédit. Et c'est comme ça que nous avons besoin de plus de ça. On n'est pas petit en Afrique. C'est le monde qui nous regarde comme si nous sommes petits. Si nous regardons comme les gens qui peuvent grandir, on va surprendre tout le monde. Bravo, bravo. Bravo Hafsat. Merci. Merci beaucoup. Vous avez parlé de financement, ça tombe bien. Le débat arrive quasiment à son terme. On a encore quelques minutes, notamment avec vous, monsieur Mercier, pour le mot de la fin. Mais nous avons la chance de retrouver Mariam. Est-ce que le son fonctionne cette fois-ci? Vous m'entendez? Voilà, bravo, ça marche. Ah, super. Alors Mariam, je vais te poser la question sur le financement. C'est aujourd'hui, donc tu diriges le département Afrique francophone de IFC. C'est comment, moi la question que je te posais, elle est vraiment axée sur le financement, c'est quelles sont les principales sources de financement pour co-innover entre l'Europe et l'Afrique, et surtout comment les acteurs locaux
peuvent-ils accéder à ces fonds et aider les startups à se financer? Comment et aussi aider les écosystèmes africains à grandir? Merci beaucoup avant tout pour l'invitation et bravo à toute l'équipe pour l'organisation de l'événement. J'aurais beaucoup aimé être présente physiquement parmi vous. Et bravo à tous les intervenants pour les sujets très pertinents qui sont abordés jusque-là. Alors, l'Europe joue un rôle clé dans le développement de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est certain. D'abord parce qu'il y a des millions d'Africains dans la diaspora européenne qui jouent un rôle crucial de près ou de loin dans le développement du continent. Certains ont pris la décision de rentrer, de mettre leur expérience au service du continent. Et aujourd'hui, ils jouent un rôle de catalyseur dans nos écosystèmes. C'est beaucoup le cas au Sénégal et dans une certaine mesure en Tunisie et dans d'autres pays francophones. C'est important parce que sans les talents, on ne peut pas développer l'entrepreneuriat. Ensuite, la diaspora africaine, surtout celle qui vit en Europe, est une des premières sources de financement du continent, si ce n'est d'ailleurs la première. Les transferts de fonds de la diaspora représentent plus de 3 fois les niveaux de financement de l'aide provenant de l'aide publique au développement et des investissements directs à l'étranger. Donc, la France et l'Europe de manière générale sont de plus en plus actifs dans le soutien de l'innovation en Afrique. La BEI, la BPI France bien sûr, FMO, sont tout autant de DFI européens qui sont au premier plan de l'investissement dans des fonds emblématiques du continent comme Partech, Tielcom et j'en passe. Jusque-là, ce sont d'ailleurs les DFI essentiellement qui apportent le capital nécessaire au développement de nos écosystèmes, qui sont jusqu'à aujourd'hui beaucoup moins liquides que d'autres écosystèmes que le reste du monde. Alors, AFC reste le DFI le plus actif dans le financement de l'innovation en Afrique, quand il s'agit bien sûr des fonds de fonds. Nous comptons aujourd'hui plus d'une dizaine d'investissements dans des fonds en Afrique. Nous avons lancé il y a 4 ans une nouvelle initiative d'ailleurs qui s'appelle Catalyst, qui permet de pallier au déficit de financement à des stades de maturité très risqués, qu'on appelle notamment le seed, en apportant du capital risque, du capital à des gestionnaires de fonds d'investissement inexpérimentés qui opèrent sur des marchés qui sont non desservis ou très peu desservis, comme l'Afrique francophone par exemple. Et rien qu'à travers ce programme, nous avons déjà investi 55 millions de dollars dans plusieurs marchés émergents. Et ça arrive vraiment en complémentarité de notre activité de fonds qui a par exemple permis de financer Partech Africa, Tielcom, Algebra en Égypte, Naïf Capital en Afrique du Sud, etc. Et bien entendu, l'AFC est également très active dans l'accompagnement d'entrepreneurs, dans l'accélération, dans l'incubation. Et bien sûr, ça a beaucoup d'effets parce que l'apprentissage est extrêmement important pour nos écosystèmes. On dit souvent que l'Afrique est un écosystème qui a à peu près 20 ans de retard sur l'Europe, enfin 30 ans sur les États-Unis, 20 ans sur l'Europe et une quinzaine d'années sur les autres pays émergents et notamment l'Asie du Sud-Est, l'Inde, etc. Donc ça veut dire que ça donne tout son sens en fait. Des initiatives comme Chapter 54, lancé par Partech récemment, qui permet de créer des ponts entre l'Europe et l'Afrique pour que les entrepreneurs puissent développer des partenariats commerciaux. Voilà, c'est vraiment ce genre d'initiative qu'il nous faut pour bénéficier un peu de l'expérience et bien sûr de tout le reste en fait, des capitaux et du financement disponibles en Europe et dans les marchés un peu plus avancés pour booster notre écosystème en Afrique. Merci beaucoup. On sait que le groupe IFC Banque Mondiale fait beaucoup, comme BPI France, pour financer les écosystèmes, les fonds, les startups. Et la chance aussi de cet écosystème, c'est d'attirer à chaque fois de nouveaux acteurs. Vous en êtes et on peut vraiment vous applaudir pour ça. Merci Myriam. Ouais. On arrive malheureusement, c'est allé très vite, c'était vraiment passionnant, il y a eu beaucoup d'émotions. Merci Hafsat, on arrive quasiment à la fin de cette plénière et je me tourne vers vous mon cher Arnaud pour un petit mot de conclusion de cette belle plénière sur les hubs de l'innovation.
Merci mon cher Samir. Merci de votre invitation. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi en tout cas de conclure cette plénière d'Emerging Valley aux côtés d'un panel d'intervenants remarquables. En tout cas, je suis très heureux de voir qu'au fil des années, que les écosystèmes de chaque côté, de chaque rive de la Méditerranée, en tout cas, se structurent, avancent et que ça va dans le bon sens. Même si, on l'a dit tout à l'heure, même s'il y a un point qui est important forcément aujourd'hui, qui est le financement, et sur lequel on voit, voilà, vous avez dit, Madame Hébert, on est dans un cycle aujourd'hui plutôt descendant, mais encore une fois, l'économie a ses cycles, et je pense que c'est peut-être, comme vous l'avez dit également, un rattrapage simplement ces phases-là qui permettent de mieux rebondir encore derrière. Et en tout cas, très heureux de voir que les choses vont dans le bon sens, avec des actions menées sur des publics toujours de plus en plus larges, pour notre jeunesse, bien évidemment, qui est un sujet important. La métropole a remis hier, dans le cadre du prix de la e-Capital, la présidente Martine Vassal avait souhaité mettre également